On aime beaucoup cette phrase qui est « ne rien savoir, tout découvrir ». Et cette idée de faire l'enquête, de faire le projet d'architecture comme une enquête, ne rien savoir, tout découvrir, développer l'architecture plutôt que faire l'architecture qu'on a en tête, c'est vraiment ce qui nous anime tous les jours. Ce qui nous permet de jamais faire la même chose, de parfois arriver sur un projet et de dire il ne faut rien faire, d'arriver sur un projet et de dire au contraire, il faut vraiment faire de l'architecture très, très visible. Il n'y a pas d'attitude préconçue a priori. Et d'une certaine manière, ce qu'on défend, c'est une forme d'éclectisme. D'éclectisme au sens intellectuel du terme, pas au sens esthétique du terme. Je pense qu'on s'inscrit dans une architecture post-esthétique, où la question de ce à quoi ça ressemble, de l'image n'a plus aucun intérêt, mais vraiment de l'éclectisme comme trouver la meilleure manière de faire de l'architecture à un moment donné, à un endroit donné. Alors je ne sais pas s'il y a un message en particulier, justement, nous, je crois que dans notre approche, on a toujours essayé de ne pas être caricatural ou en tout cas de trop simplifier les choses. Ce n'est pas très stratégique d'un point de vue commercial parce qu'on aime bien quand quelqu'un dit clairement ce qu'il fait et le refait plusieurs fois, etc. Notre approche, elle est totalement inverse. C'est une approche très empirique. On commence toujours les projets par faire des enquêtes de terrain, des enquêtes sur ce que peut être le projet. On n'a pas d'idée préconçue de ce que doit être un projet. Le projet, c'est un acte de recherche et on aime découvrir le projet en le faisant et d'une certaine manière, on est satisfait du projet s'il ressemble à quelque chose qu'on n'avait pas prévu, si même il ne nous plaît pas à la fin, si en tout cas on a le sentiment que c'est un projet qui est juste à un endroit, mais qu'on n'aurait pas pu présager de ce qu'il allait être, que c'est vraiment une découverte, le projet est une découverte. Donc la question du climat, elle se pose de manière très très différente dans chaque projet en fait, et dans différentes circonstances. Donc c'est là où on a une approche qui est vraiment empirique et qui n'est pas une théorie globale qu'on va appliquer à des endroits différents, mais au contraire, ces enjeux qui sont en fait des valeurs et des positionnements éthiques, on les applique localement. Donc à chaque fois, la réponse est différente. Mais par exemple, ça peut être, dans le cas d'une scénographie, de dire c'est un peu stupide de mobiliser des matériaux pour 2 mois d'exposition et après les jeter. Donc on va forcément penser soit de la réutilisation, soit un démontage, ou soit de la récupération, etc. Ou ça peut être aussi de manière plus fondamentale en travaillant des nouveaux matériaux. Par exemple, là, on travaille sur des matériaux expérimentaux de béton marin. Alors le terme béton n'est pas le bon, mais de roches sédimentaires construites par l'accrétion sous-marine. C'est vraiment la mer qui va sédimenter des roches de synthèse qui peuvent être comparables à du béton marin sur des mailles légèrement électrifiées. Donc ça, c'est développé avec des ingénieurs de la société Géocorail. Ça, par exemple, c'est de la recherche fondamentale qui adresse fondamentalement la question de la production des matériaux, des ressources, de manière beaucoup plus théorique, mais aussi expérimentale, comment ça marche. Donc ça, c'est un projet qui est d'une certaine manière de la recherche, comme je disais, fondamentale. Mais les autres questions, les questions, je dirais, plus climatiques, écologiques, elles s'appliquent parfois de manière très réformiste. C'est des petits combats, parfois, sur des projets, en disant on va privilégier tel matériau plutôt qu'un autre. Mais c'est jamais, souvent, malheureusement, dans l'architecture, c'est aussi des petits gestes comme ça. Donc c'est l'accumulation des différentes attitudes qui, en fait, font que, je pense, on arrive à être droit dans ce qu'on pense. Quand Sébastien parlait d'hyperlocalité, par exemple, on a 2 projets qu'on développe actuellement. Un premier dans le Lot où c'est une maison individuelle et on doit décaisser le terrain pour la construire. Donc c'est un sol qui est très calcaire, rempli de pierres. Donc a priori, on va devoir à la dynamite forer un petit peu le terrain. Et l'objectif est de récupérer les restes de pierres que l'on va extraire et de les intégrer dans des gabions, donc des cages métalliques autour de la maison pour, d'une, conserver la pierre sur le terrain et pour que ça ait une visée climatique également. Parce qu'avec l'inertie de la pierre, on va réussir à bien gérer les phénomènes du changement climatique dont on parlait plus tôt. Ce qu'on réinterprète, c'est ce que faisaient
les paysans, quand ils prenaient position dans un champ, quand ils voulaient cultiver un champ, ils ramassaient les cailloux pour enlever les cailloux qui étaient sur le sol et faire des murs de pierre autour pour pouvoir cultiver le champ. L'idée, c'est de faire ce même geste, mais à l'échelle d'une construction, c'est d'enlever la pierre, de l'excaver et d'en faire la façade du bâtiment, qui est en fait une façade climatique. Comme disait Florian, avec l'inertie de la pierre, on régule le confort d'été et le confort d'hiver. Finalement, on n'invente pas grand-chose, on fait une grotte contemporaine. C'est une architecture grotesque, au sens de grotte, mais faite avec les cailloux qu'on a amassés. Et ce qu'on aime bien aussi, c'est que ce n'est pas de la pierre, c'est des cailloux, c'est-à-dire la version la plus triviale de ce qu'est un minéral. Ce n'est pas une pierre qui va prendre place dans un appareillage comme on peut le voir dans le bâti haussmannien, c'est vraiment simplement un caillou trouvé sur le sol. On a contribué à différents projets éditoriaux et en fait, en étant associé à la Maison de l'Architecture Occitanie, qui est une structure associative de promotion, de défense de la culture architecturale, très vite on s'est rendu compte qu'il y avait cette revue, qui est une revue historique en fait, qui est une revue qui a 20 ans, qui était plutôt une revue professionnelle de communication autour du métier d'architecte, qui était portée par l'Ordre des architectes français aussi. C'était vraiment une idée de lettres professionnelles. Et on s'est dit, cette revue, c'est un outil génial parce qu'elle est publiée chaque mois, mais peut-être qu'il faut la réinvestir pour en faire quelque chose de différent, je ne sais pas, en tout cas de plus contemporain, puisqu'elle était née dans un temps où Internet était au début. Et aujourd'hui, en fait, cette lettre professionnelle, tout se retrouve en ligne. Donc on a décidé de faire de cette revue une revue critique, en invitant des architectes, mais pas que des architectes, des artistes, des géographes, des géologues, des paysagistes, des sociologues, des philosophes, enfin vraiment, ou des habitants aussi, des habitants ou des personnes qui n'ont pas nécessairement une expertise dans un champ disciplinaire, mais qui ont une expertise développée dans leur mode de vie, pour faire de cette revue chaque mois qui aborde un thème, à la fois dans un biais visuel, un biais de projet, un biais universitaire ou un biais plus critique libre. Et c'est presque comme faire de la gymnastique ou du footing. C'est vraiment un rythme on se l'impose aussi pour continuer à réfléchir sur des terrains qui ne sont pas nécessairement des terrains de jeu qui sont les nôtres. Ce n'est pas nécessairement des choses que l'on connaît a priori. Donc c'est faire de la recherche en permanence. C'est un petit journal, un journal en papier comme un quotidien qui est tiré à 800 exemplaires et qui est envoyé un peu partout en France et maintenant en Europe, qui est qu'en langue française. Mais je dois dire que c'est quelque chose qui nous tient à cœur et surtout qui rythme nos débats. Et si je dois parler d'un thème en particulier, nous, on œuvre beaucoup sur l'idée de défendre une architecture, alors je l'ai dit différemment, mais éclectique, mais au sens de basée sur de la recherche, qui sort d'une visée esthétique a priori. Donc, je n'ai pas d'autre terme que post-esthétique, ou en tout cas post-picturesque, pictural, pittoresque. Enfin, quitter tout ce registre de l'image et avoir une approche de l'architecture comme, l'architecte non plus comme auteur, mais l'architecte comme chercheur, avec le travail en groupe qui peut aller derrière. Alors, moi, en tant qu'enseignant, je pense qu'il ne faut pas de compétences pour être étudiant. On n'a pas nécessairement de compétences quand on est enseignant que les étudiants n'auraient pas. Moi, je me suis rendu compte que l'école souvent produit des rapports évidemment maître-élève qui sont un peu hérités des siècles passés et que tout le travail c'est justement de former une communauté d'apprentissage dans lequel moi j'ai le sentiment d'apprendre autant que mes étudiants d'une part et souvent je me rends compte qu'il faut quitter l'école pour commencer à apprendre. C'est la réalité qui est l'institution éducante et c'est pas l'école qui est l'institution éducante. Alors du coup la seule disons, discipline qui me semble intéressante, ce n'est pas tellement l'architecture, parce qu'on n'apprend pas l'architecture dans les écoles d'architecture. Je pense qu'on apprend à observer le réel et à savoir comment ce réel, on peut peut-être le transformer, on peut le manipuler, on peut l'expérimenter, on peut nommer les choses, comment on arrive à passer d'une intuition à un concept, comment on arrive à passer d'un concept à un projet, comment on arrive à passer d'une idée à une preuve de cette idée par des choses fabriquées. Mais c'est des choses qui ne demandent aucune compétence, si ce n'est l'envie de le faire et une volonté de regarder le réel. En France, on a cette expression qui est pas mal, c'est l'école buissonnière. Je pense que la meilleure école, c'est l'école buissonnière. C'est
Skipping classes. Skipping classes. Ouais, mais je pense. C'est l'école des buissons, c'est l'école quand on joue dans la nature et qu'on ne va pas à l'école en fait. Et d'une certaine manière, dans l'enseignement, c'est un peu ce qu'on essaie de faire à chaque fois. On sort de l'école et on va voir. On ne dit pas, le sujet, ça va être de faire un petit logement collectif sur une parcelle ou de réfléchir à l'organisation d'une ville. On va simplement observer un bout de réalité et des problèmes. On se base sur, on fait confiance en nos intuitions et on regarde comment on peut les problématiser. Et il y a un petit sujet souvent cache une grande histoire. On parlait souvent de l'anecdote de Donna Haraway qui interviewait les orthodontistes pour savoir comment ils réglaient l'angle des mâchoires quand ils réparaient les mâchoires des gens. C'est un tout petit sujet. Elle se disait, mais c'est bizarre, ils utilisent toujours le même angle pour réparer la mâchoire des gens. Elle se dit, mais d'où vient cet angle parfait ? Et elle a commencé à faire son enquête chez les orthodontistes et elle s'est rendue compte que cet angle parfait qui était en train de formater toute la mâchoire des Américains, il venait en fait non pas de personnes sur Terre, mais des statues grecques. En fait, c'était basé sur les statues grecques. Donc, un idéal extrêmement occidental, extrêmement blanc, avec toute l'épistémologie et la politique et la biopolitique qu'il y a derrière. Et souvent, cette anecdote, on la raconte aux étudiants, on dit, il n'y a pas de petit sujet, il faut regarder quelque chose d'aussi, il faut se faire confiance sur l'intuition, comme regarder l'angle d'une mâchoire, et derrière, il y a certainement un sujet énorme que vous allez découvrir, et souvent, ça se vérifie.